Bonjour, bienvenue dans le 12-13, lundi 5 juin, 4 ans après le calvaire de Chahina, le procès du jeune homme accusé de l'avoir assassiné et brûlé vif s'est ouvert ce matin. La famille de l'adolescente qui avait 15 ans est présente et attend la vérité. Son frère aîné a lui organisé un rassemblement devant la cour d'assises de l'Oise pour que justice soit rendue à sa sœur. Pas assez de logements, des prix trop élevés. Comment répondre à la crise du logement qui traverse la France? Le gouvernement dévoile ses mesures cet après-midi. Sa priorité, rendre plus facile l'accès à la propriété grâce notamment au prêt à taux zéro qui sera prolongé et modifié. C'est ce que va nous expliquer tout à l'heure sur ce plateau Olivier Poncelet. Le groupe chimique Arkema est-il responsable d'une pollution d'ampleur? 10 associations, 37 riverains de la vallée de la Chimie située au sud de Lyon attaquent l'industriel en justice. Ils ont retrouvé dans leur sang des traces de molécules appelées des polluants éternels, car des polluants impossibles à éliminer. Enfin, 100 ans après sa création, le Marité est de retour dans son port d'origine, Fécamp. L'occasion pour les locaux de monter à bord de ce navire historique et l'occasion pour nous de vous raconter cette histoire. On en a souvent vu, rêvé, mais là, c'est vraiment fabuleux. Ah, puis ça peut être riche d'émotions en pensant à ces marins qui manipulent tous ces cordages et qui montent peut-être sur la Lune pour voir, allez, ne vois-tu rien venir? Le temps, comme ces derniers jours, il y a peu de changements, du soleil, de la chaleur sur une moitié nord et puis des orages et des risques d'averses au sud. C'est une affaire qui avait choqué toute la France. Chahina, 15 ans, poignardée, brûlée vive à Creil dans l'Oise en 2019. Depuis sa famille, son grand frère, en première ligne, se bat dignement pour connaître la vérité. Ce matin, le procès s'est ouvert pour une semaine devant la cour d'assises des mineurs de Beauvais, avec comme principal accusé le jeune homme qui avait 17 ans à l'époque et avec qui l'adolescente entretenait une liaison. Éric Pelletier, Hugo Puffnet et Nordine Bensmail. Un air de violoncelle ce matin devant le palais de justice. Des notes de musique en hommage à Chahina, 15 ans, assassinée à Creil, poignardée et brûlée parce qu'elle était enceinte selon l'accusation. Le procès de son assassin présumé s'est ouvert ce matin. L'accusé, son ex-petite amie, 17 ans à l'époque. Le frère de Chahina attendait ce moment depuis plus de 3 ans. C'est enfin le jour J. On va le voir la première fois. On ne sait pas à quoi il ressemble. Et on vient avec détermination, colère et en quête de la manifestation de la vérité. On espère juste que la justice soit à la hauteur des faits qui ont été commis sur ma fille. C'est abominable. Le 25 octobre 2019, les policiers retrouvent le corps calciné de la jeune femme dans ce cabanon à Creil. Elle serait tombée dans un guet-apens tendu, selon les enquêteurs, par son petit ami qui la considérait comme un objet, lui reprochant d'être enceinte de lui. Il y a quand même un symbole autour de Chahina, du fait de son calvaire, du fait de son jeune âge et du fait de l'atrocité du crime. À plusieurs reprises dans le passé, Chahina avait été agressée sexuellement, avait déposé plainte, sans que les policiers ou les experts qui l'ont examinée prennent la mesure de son traumatisme. Un féminicide symbole des errements de la justice, selon cette responsable d'association. Elle a subi un viol à 13 ans, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a été accompagnée par sa famille pour déposer plainte, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle n'a pas été protégée. Et tout dysfonctionne dans cette affaire. De nombreux indices, mais pas de preuves génétiques. Le suspect proteste de son innocence et dénonce une accusation fondée sur des rumeurs. Ce matin, la famille de Chahina est entrée à la cour d'assises portée par les applaudissements, le début d'une éprouvante semaine d'audience. Une autre décision de justice qui était très attendue par la famille du petit Lucas, 13 ans, qui s'était donné la mort en janvier dernier. 4 adolescents ont bien été reconnus coupables de harcèlement. En revanche, le tribunal n'a pas reconnu de lien de cause à effet entre le harcèlement qu'il subissait et son suicide. Écoutez la réaction de la maman de Lucas, qui semblait soulagée et prête maintenant à mener des actions pour poursuivre la lutte contre le harcèlement. C'est mon combat et on va mener des actions contre le harcèlement, contre toutes sortes de harcèlement, dans toute structure possible. Et je ne m'arrêterai pas là, de toute façon. Je vais me battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête, que tout le monde se remette en question, que les harceleurs se remettent en question, que les victimes se disent que non, ils n'ont pas à subir ce qu'ils subissent. Et on y arrivera de toute façon, on va se battre pour ça. C'est mon combat, c'est son combat et il vivra comme ça.
Un pharmacien agressé par jour, c'est l'annonce choc de l'Ordre national des pharmaciens qui tente d'alerter. 366 agressions verbales, physiques ou des vols ont été relevés l'an dernier. Témoignage d'une pharmacienne d'Angoulême en Nouvelle-Aquitaine, Justine Will et nos équipes en région. Désamorcer des situations tendues, c'est devenu un réflexe pour cette pharmacienne des Hauts-de-Seine. Comme beaucoup de ses confrères, elle fait le constat d'une crise sanitaire qui a laissé des traces. Pendant la crise Covid, les règles de dispensation des médicaments ont été assouplies pour permettre aux gens de ne pas être en rupture de traitement. Aujourd'hui, on est dans un régime normal et les gens ne comprennent pas qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait pendant la période Covid. Il y a une incompréhension et tout leur est un peu dû. Les derniers chiffres sont alarmants. 366 agressions de pharmaciens déclarées en 2022, c'est 17% de plus qu'en 2019. Pharmacienne depuis 16 ans, Léna Montalétan a vu les actes de violence se multiplier ces 3 dernières années. Le mois dernier encore, elle refuse de délivrer un médicament. La situation dégénère. Ça sentait un peu l'ordonnance falsifiée, donc je suis allée au comptoir, on a essayé de discuter et là c'est tout de suite parti dans les insultes, les menaces de mort. On a fermé les portes, mais elle a essayé de rentrer par une autre porte, enfin on s'est mis à 3 pour la mettre dehors et puis c'est vrai que dans ces conditions, quand on ferme, on est quand même un peu stressé, on ne sait pas si elle va revenir. Des agressions qui surviennent surtout le soir. Alors l'Ordre des pharmaciens demande à limiter encore davantage les contacts physiques avec les clients. Il faut que ces pharmaciens aient au moins un sas de garde ou un guichet de garde, de telle façon à qu'il n'y ait pas de contact direct avec le patient pour augmenter la sécurité. D'après le rapport de l'Ordre, 44% des pharmaciens ne déposent pas plainte par découragement ou par peur de représailles. Des orages particulièrement violents ce week-end. 1 mois et demi de pluie sont tombés en moins de 2 heures à Lyon. Cela a provoqué un glissement de terrain dans la région, perturbant fortement le trafic SNCF. Et puis des routes coupées à Digne-les-Bains au sud de la France. Voitures, habitations, mais aussi le stade ont été complètement inondés. Peggy Mogé. Ce matin, les pompiers ainsi que les services techniques de Digne-les-Bains sont toujours mobilisés. Aux abords de ce stade, les canalisations n'arrivent pas à évacuer toute l'eau et la boue qui ont envahi le secteur. Conséquence du violent orage qui s'est abattu en fin de journée samedi sur les Alpes de Haute-Provence. Là, on est au 3e jour de nettoyage, mais je vous donne l'ampleur des dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts avec beaucoup de boue, beaucoup de bois, des traverses de chemin de fer, des bandes d'eau. Enfin, c'était énorme. L'eau est montée très haut, entraînant plusieurs inondations dans les maisons. Quand on est arrivé, c'était absolument plein d'eau. Il fallait des bottes pour traverser là. Le centre thermal est fermé jusqu'à nouvel ordre. Fragilisés, les sols se sont affaissés, plusieurs arbres déracinés. Et l'on s'attend encore à d'autres dégâts puisque de nouveaux épisodes orageux sont annoncés cet après-midi et les jours prochains à Digne-les-Bains. Des intempéries qui ont frappé tout le sud de la France. Dans ce village de la Drôme, les habitants ne pouvaient plus circuler dans leurs rues. Les arboriculteurs du Vaucluse déplorent aussi des pertes. Dans ce verger, un quart de la production de cerises a été abîmée. L'eau, en fait, quand le tombe rentre dans le sol, en remontant, elle fait dilater l'épiderme de la cerise et puis ça fait des dégâts comme ça, quoi. C'est vraiment pas très important, mais ça commence à faire 20-25%, ça commence à peser un petit peu maintenant. Plus au nord dans l'Isère, ce glissement de terrain au bord des voies ferrées a entraîné de nombreux retards et annulations de TER entre Lyon, Chambéry et Grenoble. Des perturbations sont encore attendues demain. C'est aujourd'hui que le gouvernement dévoile ses mesures pour lutter contre la crise du logement en France. Bonjour Olivier Poncelet. Plusieurs mesures sont attendues pour à la fois répondre aux difficultés des particuliers de louer des biens, mais aussi de les acheter. Et d'ailleurs, l'une des mesures phares va concerner l'accès à la propriété. Le gouvernement mise sur le prêt à taux zéro. Exactement, Émilie. Et donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter leur premier logement en résidence principale.
Ils étaient 65 000 l'an dernier. Eh bien, le prêt à taux zéro est prolongé jusqu'en 2027. En principe, il aurait dû se terminer le 31 décembre de cette année. Mais moins de monde y aura droit, c'est ça? Oui, le dispositif est recentré. Fini le prêt à taux zéro. Pour acheter une maison neuve, ce ne sera accessible que pour l'achat d'un appartement neuf en zone tendue, là où la demande est la plus forte, ou alors pour l'achat d'un logement ancien en zone dite détendue. Mais à une condition, réaliser des travaux de rénovation, notamment énergétiques. Donc ce sont des conditions en plus que celles qui existaient déjà parce que le prêt à taux zéro n'était jusqu'ici pas du tout accordé à tout le monde. Oui, comme il s'agit d'aider les Français à accéder à la propriété, eh bien ce dispositif se concentre sur les ménages à revenus modestes ou intermédiaires. Il est donc réservé sous conditions de ressources. Et on peut emprunter combien avec ce prêt à taux zéro? Eh bien, le montant du prêt qui peut vous être accordé dépend de plusieurs facteurs. Eh bien, alors, la nature du logement, est-ce qu'il est neuf ou ancien? Son prix d'achat, bien sûr, le nombre d'occupants de ce logement, mais aussi la zone où il se situe. Tous ces critères vont déterminer combien vous pourrez emprunter à taux zéro, avec une limite. Le prêt ne peut excéder 50% du financement total de votre achat. Alors en moyenne, la durée de ces prêts va s'étendre de 20 à 25 ans. Pourquoi avoir prolongé ce prêt à taux zéro? Eh bien tout simplement parce que le logement est en crise, Émilie. Les prix ont atteint des sommets, les taux d'emprunt ont gonflé. Résultat, les Français n'achètent plus ou de moins en moins. Les ventes de logements collectifs se sont effondrées de 34% depuis le début de l'année. Pareil pour la production de crédits immobiliers, en chute de 38% sur un an. Il y a urgence pour redonner aux Français ce que le gouvernement appelle du pouvoir d'habiter, en gros, du pouvoir d'achat immobilier. Merci beaucoup Olivier. À autre mesure pour donner du pouvoir d'achat immobilier, le bail réel solidaire va être étendu. Ce dispositif permet aux ménages modestes d'acheter les murs du logement, mais pas le terrain. Lucas Campisi, Céline Kroskopf. Dans cette rue de région parisienne, le nouvel appartement de Daniel Henry. À 65 ans, ce retraité a enfin pu accéder à la propriété en février dernier grâce au bail réel solidaire. Un dispositif qui lui a permis de payer 4 000 € du mètre carré contre 7 000 prix du marché. Le coût de l'appartement, donc à l'achat, 242 000 €. Avec le même montant, j'aurais eu un 2 pièces si j'avais acheté dans un immeuble classique, même dans du neuf. Là, j'ai pu avoir la 3e pièce, donc c'est intéressant pour nous. Le principe du bail réel solidaire, dissocier le bâti du foncier. L'acquéreur n'achète que les murs pour maximum 99 ans et paye ensuite un loyer pour le terrain, de 1 à 3 € du mètre carré. Pour Daniel Henry, 93 € chaque mois. Un dispositif accessible sous conditions de ressources qui séduit de plus en plus de foyers. Sur les petites couronnes parisiennes, quand on lance des commercialisations, on peut aller jusqu'à plus de 10 candidatures pour un logement. Un dispositif qui a la cote, comme ici à Saint-Malo, ville en tension immobilière. La propriété y est presque inaccessible pour les foyers modestes. Aujourd'hui, mon appartement, c'est 110 000 €. J'aurais pas pu acheter à Saint-Malo. Sinon, j'aurais pris un studio à ce prix-là, en s'éloignant des quartiers les plus sympas de Saint-Malo. Ce matin, le ministre du Logement annonce renforcer la mesure pour répondre à la crise du secteur. Plus de bénéficiaires, la Caisse des dépôts et consignations va accompagner mieux les projets de bail réel solidaire avec un prêt qui s'appelle le prêt Gallia et qui va permettre de développer ce très bel outil. Pour éviter la spéculation en cas de revente, il faut trouver des acheteurs qui répondent aux critères sociaux. La plus-value, elle, est limitée. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau scandale sanitaire d'ampleur? Le groupe chimique Arkema est attaqué en justice par 10 associations, 37 habitants qui vivent près de l'industriel, dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, la zone de France la plus polluée, au PFAS, des molécules chimiques retrouvées dans le sang d'habitants et dans le sang de salariés. C'est ce que révèle une enquête de France 3 Rhône-Alpes, dont voici un extrait. C'est réalisé par Émilie Rousseau, Vincent Diga et Delphine Mollard. Notre histoire commence sur le Rhône. Depuis toujours, la chimie française y dessine l'horizon. Un héritage industriel que charrient toujours ses eaux. Là, on est à peu près à quoi? 30-40 mètres? On est à 100 mètres. 100 mètres? Bon, c'est bien. Mais c'est un poison bien particulier que traque aujourd'hui Louis Delon. Ce serait bien qu'on puisse faire un petit prélèvement juste avant l'embouchure, là, au niveau de Ternay.
À la tête d'un collectif de citoyens, cet ancien chimiste est parti en croisade contre les PFAS. Un poison invisible, inodore, incolore, un poison éternel. La nature ne connaît pas ces molécules, elle ne sait pas les fabriquer. C'est une pure invention de l'homme. Et le problème de ces molécules-là, c'est qu'on sait les fabriquer, par contre, on ne sait pas les dégrader, et la nature non plus. C'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels. Plus vous allez en rejeter, plus ça va s'accumuler dans un certain nombre de matrices. Et ça pour des centaines ou des milliers d'années. PFAS, pour Per et Polyfluoroalkyl Substances. Un acronyme un peu obscur qui pourrait devenir synonyme de scandale sanitaire. À Pierre-Bénite, près de Lyon, les industriels rejettent ces polluants dans l'environnement depuis des décennies. Cette substance était connue internationalement comme étant une substance dangereuse. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé, jamais entendu parler à Pierre-Bénite ? Ça reste un mystère. En France, les PFAS ne sont pas réglementés. Mais sont-ils toxiques ? Sont-ils dangereux pour la santé ? Pendant des mois, nous avons enquêté autour de l'usine. Nous avons rencontré les salariés et découvert qu'ils ont été exposés à ces molécules. J'ai du PFOA dans le sang. Ça me met la rage, quoi. J'ai même pas la quarantaine. Je commence déjà avec des troubles de santé assez importants. Nous avons fait analyser ces polluants dans le sang des riverains de l'usine et appris qu'ils sont eux aussi contaminés. Quand le couperet tombe, ça fait vraiment encore plus peur, quoi. Personne n'a rien fait. Et c'est là qu'elle est la trahison. Polluant éternel, un poison héritage, c'est une enquête de région qui sera diffusée mercredi soir sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et à retrouver bien sûr sur notre site France.tv. La recherche du cancer avance. Bonjour Damien Mascret. Bonjour. Notamment pour l'un des cancers qui provoque le plus de décès, c'est le cancer du poumon. Des chercheurs ont mis au point un médicament qui permettrait de diviser par 2 la mortalité. Oui, alors c'est important pour certains cancers du poumon. Attention, on ne parle pas de tous les cancers du poumon, on parle des cancers du poumon qui ont une mutation particulière qu'on appelle EGRF. Alors attention, quand on a cette mutation, c'est particulièrement fréquent d'ailleurs quand on a un cancer du poumon alors qu'on ne fume pas. La moitié des cas ont effectivement cette mutation EGRF. Et ce que montrent les études, c'est que grâce à ce nouveau traitement, on obtient une survie de 88% à 5 ans. Alors 88% de survie, ça veut dire 12% de mortalité, alors qu'auparavant, c'était plutôt 22%. C'est presque la moitié de gagné. Alors en cancérologie, on essaie aussi d'alléger les traitements, c'est possible? Oui, c'est aussi le cas avec le cancer du rectum, par exemple. Alors dans le cancer du rectum, effectivement, il y a la chirurgie à tous les coups, mais parfois on rajoute évidemment la chimiothérapie et la radiothérapie. Or, la radiothérapie a de nombreux effets secondaires, à la fois sur la vie intime, mais aussi sur le système digestif et puis des douleurs. Or là, ce qu'ont testé les Américains, c'est dans un cas de rajouter la radiothérapie, mais dans l'autre cas de ne pas la rajouter. Alors c'était des petits cancers localisés, mais le résultat, c'est que c'est strictement équivalent. Donc on peut peut-être, dans ces cas-là, se passer de la radiothérapie. Et puis il y a aussi des vaccins thérapeutiques qui soulèvent de nouveaux espoirs contre le cancer. Oui, alors vaccin thérapeutique, ça veut dire que ça n'est pas les vaccins classiques qu'on donne en prévention, mais ce sont des vaccins qu'on donne pour des personnes qui ont déjà un cancer. On analyse les mutations de ce cancer, c'est ce qu'ont fait les équipes françaises d'ailleurs, et quand on analyse ces mutations, on demande à l'intelligence artificielle de faire le tri pour voir quelles sont les plus mortelles, les plus dangereuses. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'intelligence artificielle. Résultat, elle en détermine une trentaine, et à partir de ces trentaines, on refait un vaccin individualisé pour une personne. Et jusque-là, dans les cancers ORL, de la gorge, de la langue, eh bien, il semble qu'il y a d'excellents résultats, donc c'est à suivre. Merci beaucoup Damien pour tous ces espoirs. Incroyable sauvetage au sommet de l'Everest, à 8000 mètres d'altitude, dans cette zone rebaptisée la zone de la mort. Un guide népalais aperçoit un homme seul, frigorifié. Il décide alors de tout arrêter pour le sauver. Une seule solution pour cela, la zone étant inaccessible aux moyens de secours, il faut le porter sur son dos. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, Alban Mikosi. C'est un sauvetage sans précédent. Sur le dos de ce guide de haute montagne, enveloppé dans une couverture renforcée, se trouve un alpiniste en danger de mort. Nous sommes le 18 mai dernier dans le massif de l'Everest, précisément à 8000 mètres d'altitude, dans un site surnommé le couloir de la mort. Il fait moins 30 degrés. Un peu à l'écart des cordées, un Sherpa découvre un alpiniste, seul, recroquevillé, tremblant. Le Sherpa va convaincre son groupe d'abandonner la conquête du sommet et d'aider à envelopper l'homme le plus solidement possible. Pour le redescendre, il n'aura pas d'autre solution que de le charger ensuite sur ses épaules.
Quand je l'ai trouvé dans cet état-là, mon cœur m'a dit de ne pas le laisser comme ça. Conquérir le sommet de l'Everest, tout le monde peut le faire. Mais faire descendre quelqu'un sur son dos à 8000 mètres d'altitude, c'est beaucoup plus difficile. Le Sherpa va s'engager alors dans la pente. 6 heures d'une descente toujours périlleuse, souvent technique. Les premiers pas sont filmés par un autre guide népalais. C'était une tâche très difficile. Certaines sections sont très rocheuses, impossible de le traîner au sol. Ça aurait pu lui casser les os. En plus, il fallait lui donner de l'oxygène. Il n'allait pas bien du tout. Arrivé au camp numéro 3, l'alpiniste est pris en charge par un hélicoptère et dirigé vers un hôpital, d'où il vient d'écrire au Sherpa « Tu m'as sauvé la vie, tu es un dieu pour moi ». Cette année, plus de 500 personnes ont tenté l'ascension du toit du monde, 12 sont mortes, 5 sont portées disparues. Elle aussi semble gravir l'Everest. Bonjour Jean-Sébastien Fernandez, je parle bien sûr d'Elina Svitolina, cette joueuse est en train de gravir le sommet de Roland-Garros où vous êtes. C'est la surprise de cette compétition alors qu'on entame la deuxième semaine? Ouais, c'est la belle histoire même de ce Roland-Garros, la belle story. Effectivement, le retour d'Elina Svitolina, la joueuse ukrainienne, maman depuis octobre dernier, donc de retour sur les cours et qualifiée. Regardez cette image, donc qualifiée hier soir pour les quarts de finale. Elle a battu une Russe qui s'appelle Kasatkina et c'est, vous imaginez la charge émotionnelle sur ses épaules, une Russe contre une Ukrainienne, soutenue très largement bien sûr par le public français parce que c'est aussi l'épouse de Gaël, mon fils, depuis quelques années maintenant. Alors elle dit qu'elle est en mission, Elina Svitolina en mission parce qu'elle a déjà battu 2 Russes dans ce tournoi. Elle s'apprête à jouer une Biélorusse en quart de finale, Sabalenka. Et donc elle était très émue hier soir à l'issue de ce match. Écoutez-la, elle a salué le soutien du public français. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce soutien. Vous savez, c'est tellement spécial pour moi. Maintenant, je comprends ce que Gaël a vécu ici avec votre soutien. Alors, un grand merci à vous tous d'avoir été à mes côtés. De l'émotion encore et des moments intimes aussi avec Novak Djokovic. Oui, après sa qualification en quart de finale hier, le Serbe, vous savez, il a quitté le terrain, ici le central. Puis il y a ce petit escalier qui descend dans la zone des joueurs. On voulait vous montrer cette image très sympa des coulisses. Où qui était là pour l'accueillir? Eh bien, tout simplement, la voici, la petite Tara, 6 ans, c'est sa fille. Elle attendait son papa de champion qui pourtant, il a fait vite. Il lui a mis 3-7 aux joueurs péruviens. Donc voilà, ça a duré à peu près 1h30. Il a fait vite pour retrouver sa petite fille. Il y avait son petit garçon également qui était là. Donc vous voyez, ça c'est les coulisses de Roland-Garros qu'on voulait aussi vous montrer. Novak Djokovic qualifié pour les quarts. 2 chocs aujourd'hui dont on voulait vous parler. Alexander Zverev, l'Allemand qui fait son retour après sa blessure. C'était en demi-finale contre Nadal l'année dernière. Et bien il est de retour ici contre Dimitrov, le Bulgare. Et puis Iga Swiatek, la tenante du titre, la Polonaise numéro 1 mondiale, qui jouera une autre joueuse ukrainienne qui s'appelle Tsurenko. Elle aussi tentera de rejoindre les quarts de finale. 2 chocs dans l'après-midi. Et il fait toujours très beau ici à Roland-Garros. Merci beaucoup Jean-Sébastien. De l'émotion encore et toujours en foot. Cette fois avec un stade vibrant pour dire adieu à Karim Benzema. Le Ballon d'Or français s'apprête à quitter son club après 14 ans de gloire au Real Madrid. 25 titres dont 5 Ligues des Champions remportées. Il est devenu indissociable du club madrilène. Le Français devrait partir pour l'Arabie Saoudite. Méga transfert. L'Arabie Saoudite proposera en effet aux Lyonnais 2 années de contrat, 200 millions d'euros par an. C'est un navire historique qui fait son grand retour aux sources depuis ce week-end. Le Marité navire 3 qui fête ses 100 ans cette année, est enfin arrivé au port de Fécamp, la même où il est né. Aurélia Chopin, Isabelle Gann, Stéphane Lotte. C'est un fameux 3-mâts qui vient d'arriver dans le port de Fécamp. Le soleil couchant pour l'accueillir et à quai beaucoup de passionnés curieux de monter à bord. On en a souvent vu, rêvé, mais là, c'est vraiment fabuleux. Ah, puis ça peut être riche d'émotions en pensant à ces marins qui manipulent tous ces cordages, et qui montent peut-être jusque sur la Lune pour voir, allez, ne vois-tu rien venir? À l'intérieur, la structure solide en bois massif impressionne aussi. Le fait que ce soit un vrai restauré et non pas une copie, c'est quand même autre chose, on imagine la vie de ces pêcheurs. Donc ouais, c'est une vraie histoire. Ce morutier est le dernier encore capable de naviguer. À son bord, les marins pêcheurs embarquaient pendant des mois pour la pêche à la morue au Canada.
L'une de ses particularités, il n'a qu'une seule barre pour le diriger. Des moindres petits souffles d'air, hop, il part tout seul. Et une fois qu'il est bien réglé, il est sur son rail. Et voilà, c'est parti, direction Terre-d'Ève, là. Le Marité a vu le jour sur le chantier naval de Fécamp. Il y sera inauguré en grande pompe en juillet 1923. Au moment du Marité, ils étaient arrivés au top, c'était le maximum. C'était au temps de la voile, ils étaient à une qualité d'ingénierie, de traçage de plans, d'études des formes qui était extraordinaire. Au fil du temps, ce morutier a changé plusieurs fois de propriétaire et d'usage jusqu'à revenir en Normandie et servir à la plaisance. Un retour au pays il y a 20 ans dont tous les marins se souviennent. Tous les anciens charpentiers, tout le monde est venu voir ce que c'était, quoi. Tu retrouves un bateau qui est né ici, et les merdes, comment il se porte, quoi. Le Marité est le plus vieux gréement en bois du patrimoine maritime français. C'est la 3e fois qu'il participe à l'Armada de Rouen. Il devrait y arriver ce mercredi. Enfin, nous voulions, au nom de toute la rédaction de France Télévisions, rendre hommage à l'une de nos collègues, Aurélia Grenier, chef monteuse dans le groupe depuis près de 30 ans. Elle était donc là à mes débuts. Nous avions en commun nos origines vietnamiennes. Nous adressons nos condoléances et nos plus profondes pensées à sa famille et à ses proches. Fin de ce 12-13, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, météo à la carte. Ce soir, le 19-20 avec David Bohéry. Très belle journée et à demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.